Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Chers auditeurs de la 106.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et Dieu était le Verbe. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Parce que la parole s'apprend, Proie des mots reçoit l'école de la parole à mes côtés pour discuter d'un thème aussi important que le soleil, de coach de l'école de la parole. Face à moi, Ibrahima Khalilullah Mbaye, et à ma gauche, Aliou Diao. Coach, bonjour. Bonjour Cédina, merci de l'invitation surtout. Coach au pluriel, Coach Diao, bonjour. Merci beaucoup, bonjour Cédina. Chers auditeurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, recevez nos salutations. Merci à vous. Alors, au commencement était le Verbe. Monsieur Ibrahima Khalilullah Mbaye, d'où provient le Verbe? J'ai envie de vous demander. Alors, naturellement, la question se pose parce que dans tous les livres saints, il est dit que Dieu parle. Dieu dit, avant même de pouvoir créer, il a dit. Alors, naturellement, d'où est-ce que vient le Verbe? Je n'oserais jamais répondre à cette question en disant je sais qui est-ce qui a parlé en premier, mais il est certain que nous savons, nous croyants, que Dieu a dit. Il a dit que la lumière soit et il a été. Ainsi, nous remarquons que nous aussi, êtres humains, étant sa création divine, nous parlons également comme lui, et c'est un plaisir pour nous de pouvoir créer également à notre manière, en communiquant, en disant. C'est donc un don de Dieu, et nous l'avons fait, nous sommes devenus maîtres, nous nous sommes appropriés cette parole, car nous savons que pour l'instant, ceux qui parlent le plus, c'est nous. Pour l'instant, ceux qui parlent le plus, c'est nous. Chez Diao, d'où provient la parole? Bon, pour moi, si je devais définir l'homme, je ne le définirais pas comme un homo faber, c'est-à-dire un fabricateur d'outils, parce que nous avons remarqué ce comportement chez certains animaux. Si je devais définir l'homme, je ne le définirais pas comme un homo locens, c'est-à-dire un animal qui parle, parce qu'il y a des animaux qui parlent à leur manière. Mais je pourrais me permettre de définir l'homme comme un homo aesesis, c'est-à-dire l'homme est le seul être capable de créer l'art, le beau, de l'interpréter, de le sentir. Et donc, je peux me permettre tout simplement de dire que l'homme en soi, c'est un créateur artistique, et d'où l'art oratoire, d'où la prise de parole en public. Juste pour dire que la parole en soi, la manière dont l'homme parle, c'est seulement l'homme qui est capable de parler comme ça, parce que même si les animaux parlent, ils parlent à leur manière. Mais nous avons la possibilité de refléter des paroles belles. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons la possibilité de refléter les paroles belles. J'entends souvent une maxime. Qui détient la parole, détient le pouvoir. En quoi la parole est-elle le pouvoir? La capacité de dire ce que l'on pense, monsieur Cédina, est un pouvoir dont on ne se rend pas souvent assez de la force. Lorsque vous pensez quelque chose, que vous êtes capable de le partager, de le dire à une autre, qu'elle est capable de le recevoir et de le comprendre, c'est là le commencement justement du développement en soi. Si les lions étaient capables de pouvoir partager un plan ou une idée, nous ne serions pas au sommet de la chaîne alimentaire actuellement. Les lions pourraient dire ce qu'ils veulent aux autres lions et pourraient tout à fait orchestrer un coup d'État contre l'humanité. C'est cette capacité de parler qui réduit leur capacité. Ils ont les griffes, les crocs, la fourrure, les regards, mais ils ne parlent pas. Nous n'avons rien de tout ça, mais tout ce que nous avons, c'est la langue, nous parlons. C'est donc là la vraie source du pouvoir de l'homme, car l'homme crée, l'homme pense, mais tant qu'il ne parle pas, ça n'a pas de sens. La vraie issue, la vraie source de ce terme, de la parole vient le pouvoir, plus historique, car nous savons que la démocratie actuelle que nous avons, ce magnifique système, fait que nous devons nous prononcer sur des sujets pour convaincre. Ce qui fait que celui qui parle le mieux a un pouvoir certain. Car si nous devons aujourd'hui accuser ou décider de quelque chose en discutant, en parlant, il est certain que celui qui parle le mieux aura le pouvoir. Il est celui qui convaincra. Il est celui qui va persuader ceux qui l'écouteront qu'il a raison. Et ce système démocratique, nous le tenons de l'Antiquité grecque, gréco-romaine d'ailleurs, qui a été propagé dans l'Europe d'aujourd'hui et à travers la colonisation, nous en avons hérité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes en démocratie et nous devons discuter de certaines choses pour avancer. Celui qui parle le mieux, celui qui a la parole, vous verrez certainement qu'aujourd'hui, dans les plus hautes sphères de l'État, il n'y a que des orateurs. Ce n'est pas un
Ce n'est pas une critique. Au contraire, c'est un compliment que nous avons et qui fait que ceux qui parlent le mieux ont certainement un pouvoir réel. Parole de tel le monde. Oui, c'est pas pour rien qu'à l'école de la parole, nous avons comme slogan « Dompter la parole ». C'est dompter le monde. Juste pour dire tout simplement que l'orateur détient le pouvoir. Lorsque nous décidons de prendre la parole, il y a le public qui nous écoute. Et en nous écoutant, nous avons la possibilité de les émerveiller. Nous avons la possibilité de leur montrer que nous avons une importance, que nous avons de la valeur. Parce que prendre la parole, c'est exister. Et qui détient tout simplement la parole existe. Et je peux me permettre tout simplement de me dire, mais regardez, lorsqu'il y a les marabouts, avec le nigel, les mourides par exemple. Mais regardez comment est-ce que le marabout, lorsqu'il donne son nigel, regardez ce pouvoir-là. Cela voudrait dire tout simplement que la parole, en soi, elle est d'une puissance, voilà, j'y arrive, extraordinaire. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai envie de revenir un tout petit peu sur le pouvoir de la parole. On le dit dans le Coran à propos de Dieu, Kun Fayakun, quand il a voulu que l'univers soit, dit-il, et l'univers fut. Dans le monde des humains, quand on veut par exemple sceller un mariage, il suffit juste de dire que ce mariage soit, et le mariage est. D'où est venu ce pouvoir de la parole-là? S'il y a un domaine dans lequel la parole est sacrée, c'est en Afrique. Parce que, comme nous l'avons dit, les Européens ont développé une parole, et certains, mais en Afrique, c'est encore plus présent, c'est encore plus réel. En Afrique noire, particulièrement, nous savons que la parole, bon, aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas, mais la parole, dire, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant. À l'époque, les gens ne parlaient pas trop. Ils disaient très peu, car la parole avait des conséquences. Et il en a toujours, d'ailleurs. À l'époque, les rois ne parlaient pas non plus, car la parole du roi est sacrée. Lorsque le roi dit quelque chose, ça retentit dans tout le royaume. Lorsque le lion rugit, c'est pour ça que le lion ne rugit moins que le mouton belle. C'est pour ça que l'oiseau chante toute la journée, mais le lion peut passer une journée sans rugir. Car il sait que lui, quand il parle, c'est pour qu'il y ait des conséquences et des répercussions. Aujourd'hui, l'homme crée avec les mots. Il y a certainement les slameurs, les poètes, tout ça, évidemment, mais il faut savoir que pour l'homme qui est fait même de la parole, il faut savoir que l'être humain, comme l'oiseau qui vole, le vol est inscrit dans les gènes de l'oiseau. Quelle que soit l'espèce, un oiseau, même qui n'a jamais volé, a toujours envie de ciel, envie de nuages. L'homme, c'est pareil. Il a besoin de dire. Ainsi, c'est pour ça que quand un enfant parle, il commence à être, il commence à exister, il commence à penser. C'est un besoin, c'est dans ses gènes, c'est dans nos gènes. D'ailleurs, nous savons que vous, monsieur Seydina, vous pratiquez beaucoup cette génétique-là. Nous savons que l'homme a besoin de dire. Et c'est même pour ça que lorsqu'il n'arrive pas à parler, lorsqu'il n'arrive pas à s'exprimer, il ressent une frustration. Et c'est pour ça que pour le bien-être de l'homme même, il a besoin de dire. Et Dieu nous a donné cette capacité-là. Et naturellement, pour vivre heureux, nous devons la pratiquer et la pratiquer bien, surtout. Tout à fait, parce que Dieu, à travers son Kun Fayakun, il nous montre carrément que la parole, elle est sacrée. Et je pense que même les messagers de Dieu ont dû se servir de la parole. Le messager qui vient pour prêcher, pour parler aux croyants, pour leur dire « faites ceci, faites cela ». Mais c'est pour, en vérité, montrer l'importance de la parole. Parce qu'en fait, c'est la parole qui vient avant les actes. Il dit, je viens prêcher la bonne parole. C'est pour montrer l'importance. Et je suis frustré lorsque je vois cette parole négligée, cette parole qui devient de moins en moins sacrée. Parce qu'en fait, l'homme est quelque part comme ça. Il utilise la parole comme il le veut, malheureusement. Ou heureusement. Malheureusement ou heureusement. Alors, Coach Mbaye, une question. Pense-t-on avant de parler ou parle-t-on avant de penser? C'est une question très pertinente, mais avant d'y répondre, il faut savoir ce que c'est que penser, déjà. Parce que parler, on sait ce que c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est penser? Alors, je n'oserais pas, bien sûr, m'aventurer dans ces terrains psychologiques, évidemment, de ce que c'est que penser, mais nous savons que nous, êtres humains, il y a une parole en nous, il y a une parole en nous qui vit, qui nous parle, parfois, qui nous dit de bonnes choses ou de mauvaises choses, mais il y a une parole qui existe en nous. Certains pensent en image, d'autres pensent en parole. Mais il est certain que la pensée est le premier moteur, c'est la première source, c'est le jaillissement que nous avons, qui survient de nous lorsque nous voyons les choses. C'est à une pensée qui naît. Et il est certain qu'avant de parler, il faut penser.
Parce que lorsque la parole sort, comme on le sait, comme le dit le coach Malo, notre collègue qui n'est pas présent, il dit que la parole, c'est comme une balle, c'est comme lorsque ça part, ça ne peut pas être récupéré. Donc, penser sa parole avant de la dire, avant de la sortir, c'est nécessaire. Et donc, puisque la parole que vous entendez actuellement n'est que le prolongement d'une pensée que j'ai eue par le passé, j'ai naturellement pensé avant de dire. Mais il arrive parfois que l'on parle et que l'on dise des choses auxquelles on n'avait pas pensé par le passé. Il arrive lors d'une improvisation que, lorsque nous parlions, que nous soyons dans un tel état que la pensée devient la parole, que la pensée se métamorphose et fusionne avec l'extérieur, ce qui fait que la parole, la pensée et l'être fusionnent en un instant. C'est d'ailleurs ce qui fait que les orateurs parfois le savent. Il y a un moment parfois dans un discours où on sent que tout est rangé, que tout est aligné. C'est le moment rare et précieux dans lequel la pensée et la parole se sont mariées pour donner un discours. C'est ce que je pense. Chers auditeurs de la 106.1, je rappelle que vous êtes dans votre émission Proie des mots. Nous recevons l'école de la parole. Ils ont venu aujourd'hui prêcher la bonne parole. Oui, coach Diao. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit mon collègue, comprenez tout simplement qu'il y a une possibilité de dire une chose sans pour autant le penser, sans pour autant la penser. Pourquoi? Parce que je peux dire que coach Mbaye est beau, alors que je ne pense pas qu'il est beau. Franchement, regardez-moi ce monsieur. Donc vous comprenez. Bon, juste pour dire que l'homme est assez sournois. Mais comprenez tout simplement que la pensée en soi n'est-elle pas mot? Parce que nous pensons nos mots. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le fait même de penser, d'avoir des idées, ces idées-là ne sont-elles pas des mots, quelque part? Donc, juste pour dire que l'homme a la capacité de penser. Et le mieux, lors d'une prise de parole, c'est de pouvoir penser avant de dire. Parce qu'en fait, la parole, elle n'a pas d'os, mais elle peut casser des os, comme a l'habitude de dire notre collègue Mbalo. Juste pour dire que c'est toujours important, avant de dire une chose, avant de dire quoi que ce soit, réfléchissez bien. Tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Alors, peut-être une dernière question avant de passer à la seconde partie. La parole n'est-elle pas dangereuse dans ce cas? La question n'est pas... Par exemple, l'on peut parler pour dire des choses qu'on ne pense pas. La parole est-elle dangereuse? Là n'est pas la question. La question est de savoir à quel point elle peut être dangereuse. Parce que nous savons que pour détruire quelqu'un ou quelque chose, c'est avec des mots. Il m'est arrivé par le passé, peut-être anecdote, lorsque j'étais lycéen, quand je commençais à apprendre les rudiments de la parole, il y avait des réunions parfois dans mon lycée et je venais parfois pour déranger la réunion, donner mon avis et tout faire pour les convaincre du contraire et partir. Bien sûr, je suis conscient d'avoir créé beaucoup de remue-ménage au sein des clubs de mon lycée, mais c'était pour apprendre à quel point cela peut être dangereux. Les mots ont une force et une sensibilité qui va jusqu'au plus profond de notre personne, du plus profond de notre âme, et chaque fibre de notre corps aussi peuvent les ressentir. Il est certain que tout le monde a déjà entendu quelque chose qu'il aurait aimé ne jamais entendre ou qu'il aurait aimé oublier, même d'ailleurs. C'est-à-dire que celui qui a la responsabilité de dire, se doit d'être conscient qu'un grand pouvoir, comme l'avait dit l'oncle Ben dans Spider-Man, qu'un grand pouvoir demande de grandes responsabilités. Et nous, orateurs, nous en sommes conscients, nous faisons bien attention à ce que nous disons, et c'est pourquoi nous parlons. Et la société doit être aussi consciente de cela. Je ne vais pas nommer, et je ne vais pas dire quoi que ce soit par rapport à la société actuelle, mais il est certain que certaines paroles ont eu des conséquences énormes. Et des conséquences qui d'ailleurs n'ont pas pu être réparées jusqu'à aujourd'hui. Et le danger de la parole, c'est qu'elle soit entre les mains de ceux qui ne doivent pas dire. Et le coach Malo a un proverbe, tu le diras, je l'ai oublié, sur qu'est-ce qu'il doit dire, etc. Mais il est certain et véridique que lorsque l'on parle, chaque parole peut être un soulagement, un soin, une douceur, comme une blessure, une déchirure ou une explosion. Effectivement. Alors, il est naturel de se poser la question, pourquoi est-ce que je parle? Et qu'est-ce que je cherche à faire, naturellement? Et de ce fait, la parole est dangereuse. C'est peut-être même la chose la plus dangereuse qui n'ait jamais été inventée. Et il est donc nécessaire de faire attention, très attention à ça. Bien sûr. Alpha Blondy a dit, Dieu ne peut pas créer l'homme. L'homme est faux, menteur, hypocrite, assassin, et de surcroît l'homme meurt. Mais si l'homme en soi renferme la méchanceté,
hypocrisie, mensonge, etc., ne peut-il pas se servir de la parole pour mentir? Mais regardez le cas des sophistes. Mais regardez, les sophistes, on dit que c'est un bon parleur, c'est quelqu'un qui a l'art de convaincre sans pour autant avoir raison. Donc cela veut dire que lorsque vous parlez, vous pouvez convaincre une personne et l'induire en erreur sans pour autant avoir raison. Donc cela veut dire quoi? La parole en soi, dans les mains d'un homme qui n'est pas très avéré, peut être dangereuse. Le monde semble être désespéré à la vue d'une personne qui parle bien, mais personne ne déteste quelqu'un qui parle bien. Pour dire qu'on ne peut échapper à la parole, en tout cas pas pour l'homme. J'ai envie qu'on parle de technique maintenant. Peu de gens sont à l'aise à l'oral, principalement peut-être parce qu'ils sont touchés par le trac. La parole, l'éloquence, est-ce un don? Prendre la parole en public, ça s'apprend. Et là, je m'adresse au coach. Permettez-moi, je voudrais tout simplement dire que la prise de parole, ce n'est pas un don. Heureusement. Et heureusement. Parce qu'en fait, comprenez tout simplement que chaque être humain qui décide tout simplement de venir au monde naît inachevé. L'être humain naît inachevé. Nous apprenons tout au long de notre existence. L'homme est un être qui, lorsqu'il est né, a besoin d'apprendre. Parce qu'il n'est que le fruit de l'éducation, de la formation et de l'expérience. L'animal, quant à lui, pourrait naître achevé parce que vous pouvez voir un animal naître là, ensuite s'en aller. Mais l'homme est forcé de tout apprendre. Juste pour dire que la parole en soi, personne ne naît en étant un grand orateur. Non, tout ceci s'apprend. On le devient. Tout comme on ne naît pas homme, on le devient. Et je pense que le livre de Lucien Malson sur les enfants sauvages explique cela. 2 enfants qui ont été, comment dirais-je, délaissés dans la jungle, qui ont été recueillis et élevés par des loups. Ces 2 enfants n'ont pas le comportement d'un être humain. Ils se conduisaient en loup, marchaient à 4 pattes, mangeaient et buvaient comme des loups. Cela veut dire quoi? C'est dans la société que l'homme a la possibilité tout simplement d'être la personne qu'il est. Et c'est pas pour rien qu'Aristote définit l'homme comme un zoon politikon, c'est-à-dire un animal politique, un animal sociable, un être qui a la capacité dans une société de prendre la parole et de s'imposer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous n'avez pas été orateur. Donc c'est venu. Donc la peine vient en mangeant. Il faut savoir, comment dirais-je, s'entraîner et acquérir de l'expérience. Et c'est comme ça qu'on devient un grand orateur. Ce qui peut relever du don, aujourd'hui dans la prise de parole, il n'y a quasiment rien qui nous soit donné d'avance. Si ce n'est peut-être, si on doit vraiment chercher à répondre à votre question, si on doit vraiment chercher, les seules choses qui soient peut-être en don, c'est peut-être la voix. Parce que nous héritons de la voix de nos parents. Peut-être ça, peut-être, et pas seulement la voix, pas la force, mais le timbre de la voix peut être effectivement inné. Si ce n'est peut-être ça, le physique, peut-être parce que être grand et de taille imposante peut être un avantage lorsqu'on fait un discours avec une gestuelle. Il n'y a que ça qui peut être inné, du moins, mais tout le reste est acquis. Et on peut naître avec une très belle voix sans pour autant être un bon orateur, comme on peut naître avec une grande carrure sans pour autant être un bon orateur. Tout s'apprend. Si jamais on rencontre quelqu'un qui a des facilités à la prise de parole, il faut retourner dans son passé. Qu'est-ce qu'il a vécu? Où est-ce qu'il a été? Comment l'a-t-on élevé? Est-ce qu'il a toujours été un orateur? Par où est-ce que ça a commencé? Il y a des personnes qui, lorsqu'elles élèvent un enfant, veulent qu'il soit libre dans sa parole, veulent qu'il soit libre dès le plus jeune âge à pouvoir dire. En grandissant, ce n'est pas inné en lui, mais en grandissant, lorsqu'il a à faire un discours, il a naturellement cette capacité-là à pouvoir parler. Et ce qui est très intéressant dans cela, c'est que ces facultés qu'il a à parler peut être vues comme un don par ceux qui sont justement inexpérimentés. Un grand orateur me disait souvent, la deuxième peur de l'homme, tout juste après celle de la mort, c'est de prendre la parole en public. Pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'on ne peut échapper à la parole. Chaque jour, je crois que vous recevez dans votre établissement, à l'école de la parole, des professionnels qui viennent vous dire que j'ai envie en tout cas d'être formé à la prise de parole en public et tout. À ces gens-là, comment se préparer mentalement et physiquement à la prise de parole en public? Puisque ce n'est pas un don, ça s'apprend. Comment se préparer mentalement? Très bien. Ce qui fait la force d'un être, c'est son mental. Si l'être est faible mentalement, facilement,
on a la possibilité de l'atteindre. Et le problème chez la personne qui décide de prendre la parole, c'est que lorsque la personne est devant le public, il se dit, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aurai la possibilité d'établir un bon discours? Et on se met la pression. Et c'est pourquoi maintenant, il faut toujours, avant de prendre la parole, essayer tout simplement de discuter avec soi, avec son mental, pour se rassurer. Maintenant, c'est important pour chaque être humain de cultiver et de bâtir une forte mentalité. Pourquoi pas ne pas rester devant la glace comme ça? On se regarde et là, on essaye tout simplement de répéter son discours. Maintenant, en répétant son discours, on essaye tout simplement de déceler les failles et on se rectifie. Là, on se donne tout simplement les moyens afin de faire un bon discours. On peut aussi, pour se mettre dans les circonstances de la prise de parole, adopter ce qu'on appelle un public fantôme. Essayez tout simplement d'être dans une salle où il y a les stylos, poupées, crayons, etc. On se met dans les conditions afin tout simplement de se libérer psychologiquement. Autre chose, c'est toujours important lorsque vous devez prendre la parole de bien vous habiller. Parce que l'habillement vous donne la confiance. Cela veut dire quoi? Je m'habille bien, je suis classe, je suis beau, regardez-moi, j'ai envie de parler. Et c'est important mentalement de se donner toutes les raisons de bien faire cette prise de parole en public là. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être à d'autres l'envie de nous écouter. L'envie de vous regarder. Parce que prendre la parole, c'est exister. Lorsque nous décidons de prendre la parole, automatiquement, on dévoile la personnalité. Notre personnalité, la personne que nous sommes. C'est pourquoi c'est toujours important de bien soigner sa prise de parole. Mais regardez, lors de nos concours nationaux, nous comprenons que dans les vestiaires, il y a des orateurs qui se mettent à hurler, il y a des orateurs qui se mettent à chanter, il y a des orateurs qui font de leur mieux, le maximum, pour libérer le trac, pour libérer le stress. Et ça, ce sont des jeux qui permettent tout simplement, d'une manière psychologique, d'être serein. Et ça, c'est important. Si les mots ne nous mangent pas, il faut être ami avec les mots, peut-être. Les mots sont nos seuls amis, d'ailleurs, quand on y pense. Pour celui qui les prononce, pour rebondir à ce que le coach Diao vient de dire, il a parlé des éléments mentaux, et c'est très important parce que la peur, c'est mental, évidemment, mais c'est aussi physique. À vrai dire, la peur est, sans aucun doute, l'émotion la plus primaire de l'être humain. C'est la première chose que l'on peut ressentir, et c'est justement ce qui, lorsque l'enfant naît, d'ailleurs, on dit que la lumière qu'il voit lui fait peur. Cette lumière qu'il n'a jamais vue, qui lui grille la rétine, lui fait peur. Et donc, la peur, c'est l'émotion qui a le plus de force chez l'être humain. C'est celle qui peut l'empêcher d'avoir faim, d'avoir soif, de réfléchir. Lorsqu'on a peur, l'orateur qui a peur, qui a le trac, qui l'a vraiment, n'est plus capable de produire un discours cohérent et beau, surtout. Alors, évidemment, ceux que nous recevons à l'école de la parole ont tous ce même problème-là, sauf exception, évidemment. La peur de prendre la parole en public. Et nous en sommes conscients. Dès qu'une personne arrive pour se faire former, nous savons qu'elle a le trac. Nous savons d'emblée. Nous avons le trac aussi, vous l'avez. Tout être humain en bonne santé mentale et physique a peur lorsqu'il est dans une situation qu'il ne connaît pas. Et lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire des discours, on a peur. Mais plus on fait des discours, plus on a peur souvent. Et plus on a peur souvent, plus on a l'habitude d'avoir peur. Ce n'est pas que l'on n'a plus peur du tout. C'est que la peur est devenue une amie. Les mots sont nos amis aussi, et la peur n'est pas l'ennemi des mots. La peur est donc l'ami de l'homme également. On a pris goût à la peur. On y prend goût souvent, et en général, lorsque il y a cette adrénaline dans le sang, ça devient de l'excitation. On est excité à l'idée de pouvoir dire son discours. Et en général, les orateurs qui sont prêts, qui sont préparés, qui ont l'habitude d'avoir peur, ont hâte de faire leur discours. Il y a un sourire qui se dessine sur le visage. Et c'est même la différence entre l'orateur novice et l'orateur expérimenté. Ils ont tous les deux peur, sauf que l'autre a envie de fuir et l'autre a peur, mais se dit, je me demande comment je vais pouvoir impressionner les gens aujourd'hui malgré cette peur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est beau de pratiquer cet art-là, parce que c'est aussi plaisant pour ceux qui écoutent, mais aussi pour celui qui dit dans son discours. Le public qui nous écoute a envie de découvrir qui nous sommes. Parler, c'est se dévoiler, dit-on. Et comment se présenter? Très bien. Lorsque vous décidez de vous présenter, c'est toujours important de refléter et de bâtir une forte personnalité. Marco Bonin a dit « Les gens parlent parce qu'ils sont ». Il n'y a rien de plus charnel que la parole. C'est la chair qui se fait verbe. Lorsque vous décidez de prendre la parole devant des gens, mesdames et messieurs, essayez tout simplement de comprendre que nous parlons de l'art oratoire. Et qui dit art
dit des règles normalement. Et il faut prendre en compte les règles d'une bonne prise de parole en public, histoire tout simplement de montrer que nous maîtrisons ce que nous disons. Et comprenez que la prise de parole en soi est les deux, lieux et manières. Le lieu où nous sommes détermine la manière dont nous devons parler, la manière dont nous devons nous présenter. Et chaque lieu dépend tout simplement de la manière dont cette présentation devrait avoir lieu. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous aurons la possibilité, bien évidemment, si le temps nous permettait, de revenir sur quelques clés techniques, astuces. Mais comprenez tout simplement que la meilleure prise de parole en public, c'est cette prise de parole où l'orateur devient acteur et ne fait qu'un avec son discours. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de parler avec le cœur et de refléter des émotions. Donc, si Kipskumba a quelque chose à ajouter également pour... Effectivement, les gens ne s'en rendent pas assez compte. C'est que se présenter, c'est très important, c'est essentiel. Parce que qui est-ce qui parle? On est assis, on est une centaine, on est assis, on attend quelqu'un qui vient parler, il y a un monsieur qui vient parler, c'est qui? Parce que la personne qui parle, en fonction de qui elle est, le goût de son discours change. Et en toute honnêteté, dire bonjour, je m'appelle, ce n'est pas mauvais, c'est pas mal, ce n'est pas un crime non plus de dire bonjour, je m'appelle. Mais il est certain que se présenter dès la première seconde, c'est un petit peu perdre l'attention de son public. Parce que lorsqu'on démarre un discours, il faut démarrer directement dans le feu de l'action. Avec le train en marche, directement on démarre. Et là, le public doit se demander c'est qui. Qui est-ce qui parle? Qui est cette personne devant nous? Il faut que le public ait envie de savoir qui vous êtes. Et là, vous vous présentez. Maintenant, comment se présenter? C'est là la question. En général, le nom n'est pas si important que ça. Votre nom n'est pas si important que ça. En oratoire, Cicéron a dit que c'était ethos, logos et pathos. L'ethos, c'est-à-dire la lettre qui parle, c'est terriblement important. En fonction que ce soit Macky Sall ou Ousmane Sonko, un discours change. Là, naturellement, je n'ai aucun commentaire par rapport à ces deux personnes-là, évidemment. Maintenant, se présenter, ce n'est pas le nom. C'est qui nous sommes, qu'est-ce que nous représentons, qu'est-ce que nous avons fait, quelle expérience nous avons. Un économiste qui parle d'économie, c'est différent de moi qui parle d'économie. Alors que mon nom n'est pas si important que ça. L'exception est faite si votre nom est important pour votre discours, mais en général, parlez plus de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de ce que vous représentez. Parlez-en plus que de votre nom. En général. C'est véritablement la chose dont le public a le moins envie de savoir, c'est comment tu t'appelles. Parce que nous avons tous des noms dans la salle. C'est plutôt ce que tu es qui est le plus important. C'est ça qu'il faut présenter, pas le nom. Quelque chose. Bien sûr. Il y a un module qui s'appelle le speech elevator où la personne devra se présenter en moins de 30 secondes, voire 2 minutes maximum. C'est-à-dire que vous êtes là dans l'ascenseur, il y a un boss et vous voulez tout simplement vous présenter afin de susciter un rendez-vous, afin de susciter un intérêt. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes devant le président Macky Sall, par exemple, et vous voulez obtenir un rendez-vous. Vous avez 30 secondes, 2 minutes. Qu'est-ce que vous devez dire pour susciter son intérêt? Et juste pour dire que la présentation en soi, ce n'est pas seulement comment je m'appelle. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup tout simplement d'éléments, il y a beaucoup de réglages pour pouvoir valoriser notre personnalité. Tout petit peu sur le discours. Il y a une question éternelle qui revient souvent. Dois-je l'apprendre par cœur, mon discours? Dois-je le lire le jour J? Très bien. Alors, c'est important de comprendre que on ne devrait pas être esclave de son discours. L'orateur devrait avoir une liberté. Et comprenez tout simplement que la mémoire, en quelque sorte, nous trahit. Parce que combien d'orateurs ont fait des discours et tout au long du discours, il y a des bugs. Tout au long du discours, ils sont obligés tout simplement de revenir sur la phrase précédente pour pouvoir enchaîner. Et là, nous comprenons directement que cette personne a mémorisé, parcourisé son discours. Et c'est important de ne pas être esclave de son discours. Parler librement. Et comment faire cela? Lorsque vous essayez tout simplement d'écrire un discours, faites tout pour les idées phares. Vous ayez ça en mémoire. Essayez tout simplement de ranger les idées. En premier, je parle de ça. En second, je parle de ça. Ensuite, je termine par ça. Et là, vous allez laisser libre cours à votre pensée de reformuler tout simplement les idées, les phrases, de les former, de les penser et de pouvoir tout simplement les dire. Donc, soyez libre.
Ne soyez pas dépendant d'un texte, ne soyez pas dépendant de votre discours. Maintenant, il arrive tout simplement que vous ayez le discours à côté, mais ne lisez pas le discours. Essayez tout simplement de vous référer du papier pour pouvoir faire le discours. Et ça, c'est important. Voilà. Le théâtre et l'oratoire sont des arts cousins. Ils sont frères, disons, quelque part. Ils ont beaucoup de points communs, il y a des différences. Mais pour rebondir à ce que Diao disait, la véritable raison pour laquelle les gens aiment lire leur discours, c'est qu'ils n'ont pas confiance en la personne qu'ils sont. Ils ont confiance à la personne qui a écrit le discours. C'est-à-dire, j'écris mon discours hier, je dois le dire aujourd'hui. J'ai plus confiance en celui que j'étais hier, celui qui écrivait, qu'en celui que je dois dire aujourd'hui. Du coup, je n'ai pas la confiance de dire, moi, aujourd'hui. Je préfère faire confiance à l'homme que j'étais quand j'écrivais le discours. Et ce n'est pas mauvais de lire un discours, parce que lorsqu'on voit Martin Luther King, Barack Obama, il regarde parfois un texte. Parfois, il parle, c'est excellent, il jette un coup d'œil à une feuille et il continue. C'est-à-dire que lire un discours, ce n'est pas mauvais. Si le discours est très long, plusieurs minutes, dizaines, vingtaine de minutes, il est nécessaire d'avoir au moins quelque chose pour en support. Mais ce n'est pas le support qui nous supporte. C'est-à-dire que le support nous sert. C'est lui le serviteur, pas nous. Et donc, lorsque l'orateur est devant en public et qu'il doit faire un discours, c'est à lui, parfois, de se dire, il y a certaines informations que je n'ai pas par cœur, il faudrait que je les ai sur moi. Ou lorsque j'oublie, que j'ai au moins quelque chose sur lequel me référer. C'est simple. C'est une aide. Mais le discours en soi, c'est la personne qui le porte. Et c'est un point commun avec le théâtre. Dans le théâtre, il y a un texte. Il y a un scénario écrit, prévu. Aucun changement n'est autorisé, sauf en cas extrême. Et donc, l'acteur de théâtre est comme un orateur. Il y a un public, il y a une scène, il parle, il convainc, disons quelque part, mais ne s'adresse quasiment jamais au public. Il parle aux autres personnages, ou il parle dans le vent. L'oratoire, c'est un art où il peut y avoir un texte écrit souvent par quelqu'un qui dit le discours, dans le but de le dire aux personnes qui sont présentes dans la salle, et il est absolument libre. C'est la différence entre l'oratoire et le théâtre. L'orateur est un être libre. L'oratoire, c'est un art de la liberté. Je dis ce que je pense, et je le dis comme je le sens. Est-ce que les gens vont le recevoir bien? C'est exactement ça l'art. Or, le théâtre, les pièces de Molière qui ont été jouées il y a un siècle, sont toujours joués de la même manière, avec les mêmes textes. Quelques différences, quelques changements de mots parfois pour aider à la compréhension. Mais les acteurs ne sont absolument pas libres. Ils sont esclaves d'un homme mort il y a longtemps. C'est exactement ça la différence. C'est que l'orateur est esclave, lui, de la cause, et esclave du combat. Mais il est le maître du texte. Et le texte est l'esclave de l'idée aussi également. Donc, de ce fait, les orateurs qui écrivent en texte, qui l'apprennent par cœur, qui viennent faire une scénarisation sur scène, n'ont pas forcément trahi la cause, mais ils ont trahi l'art. Et naturellement, l'orateur aguerri prend plaisir parfois à ne pas savoir quoi dire et à trouver les mots parfois dans les yeux du public, ce qui fait que le discours est une création commune. L'orateur, comme le public, participe à la création du discours. Gloire de nous recevez aujourd'hui sur le plateau de Radio École, la 106.1, l'école de la parole. Peut-être un dernier mot sur l'école de la parole. Et coach Diao, coach Mbaye. Bien évidemment, déjà, je vais commencer par remercier Radio École et dire tout simplement que nous sommes très très honorés de voir qu'il y a des jeunes de ce pays comme Sidina Omar qui ont tout simplement cette possibilité de donner cette parole-là à la jeunesse et de nous avoir permis aujourd'hui d'être là et de partager le peu de connaissances que nous avons. Dire tout simplement que l'école de la parole est une structure de 3 jeunes, coach Mbaye, coach Mbalo, coach Diao, et nous nous sommes dit tout simplement que la jeunesse en tant que jeune, nous devons être en mesure tout simplement de dire ce que nous pensons. Et les jeunes ne doivent plus être là à adopter la violence, lancer des pierres, etc. Mais je pense que quelque part, nous avons notre mot à dire dans cette société, dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé tout simplement de nous regrouper et de partager le peu de connaissances à travers des tournées. Nous sommes là au niveau de notre siège Sacré-Cœur et Malika Plage également, juste pour dire que vous soyez étudiant, professionnel, vous avez la possibilité tout simplement de bien parler, d'être maître de vous-même et de pouvoir promouvoir tout simplement l'art oratoire. Car nous, on est là et on est là pour vous. Dompter la parole, c'est dompter le monde. C'est dompter le monde, c'est notre slogan d'ailleurs, et il est certain que
nous, l'école de la parole, notre objectif, la mission que nous nous sommes donnée, c'est de former une génération, de faire en sorte que la génération actuelle, voire même la prochaine aussi, soit une génération apte à pouvoir défendre ses idées, à pouvoir dire, parler et se faire comprendre. Parce que ça manque réellement aujourd'hui. Et ce qui fait que, après avoir vu que c'est un vrai manquement et que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de capacités, beaucoup de savoir, beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines différents, mais ont un certain faible en ce qui concerne le fait de partager cette connaissance-là. Et c'est ce que nous avons décidé de nous placer dans ce domaine-là. Permettre aux gens qui ont le savoir, qui ont la connaissance, qui ont l'expérience, qui ont le courage également, de pouvoir dire. Et on s'est donné cette mission depuis maintenant plusieurs années. Nous faisons plusieurs formations dans beaucoup de modules différents et nous prenons énormément plaisir à le faire. Nous avons acquis des compétences sur le domaine national et international et nous nous sommes dit ce serait égoïste de ne pas partager, car nous avons appris de nous-mêmes et l'on nous a appris aussi, mais nous avons décidé d'enseigner également. Et nous prenons plaisir à le faire, nous rencontrons des jeunes tous les jours, nous serons bientôt à UCAD le 20 et le 21 et nous convions bien sûr toutes les personnes qui nous regardent à venir nous découvrir sur scène. Nous allons faire une formation de 2 jours dans le domaine de la prise de parole, l'art oratoire, prise de parole en public, leadership, développement personnel aussi. Et toute personne qui serait, même vous, Cédina, vous pouvez venir. Je sais que vous serez parmi les coachs certainement. Et nous serons là-bas et toutes les autres dates, nous allons les partager également. Et dompter la parole, c'est dompter le monde, c'est notre slogan parce que le monde ne s'apprivoise pas. Le monde étant, bon, on l'aime sur notre monde, mais aujourd'hui la société est un petit peu disons violente, elle est très dure, elle est très rugueuse et de ce fait pour avoir un ascendant sur le monde, il ne s'apprivoise pas, il se dompte. Et ce qui permet cela, c'est naturellement ce qu'il a construit, la parole. En contrôlant la parole, on contrôle le monde. En domptant la parole, on dompte le monde. Merci à vous, chers coachs, d'avoir accepté l'invitation. Chers auditeurs et vous qui, grâce à la magie technologique, nous suivez depuis votre écran, merci de rester fidèle à la 106.1. C'était votre émission Pro Démon. C'est toutes les semaines, même jour, même heure, ici à Radio École sur la 106.1. Parler, c'est exister. Prendre la parole, c'est vivre. Prenez la parole. Merci à vous. Radio École, une initiative de Télécole, la première télévision éducative de l'Afrique. Une initiative de Télécole, la première télévision éducative de l'Afrique.